Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est toujours avec les techniques de chromatographie. Donc, après avoir vu la chromatographie d'absorption, on va enchaîner avec la chromatographie de partage. Il s'agit d'une chromatographie de partition qui repose sur les différences de solubilité relative des molécules à séparer dans un solvant organique ou aqueux, avec un coefficient de partage qui est égal à la concentration du soluté dans la phase stationnaire divisé par la concentration du soluté dans la phase mobile. Parmi les techniques utilisées pour cette chromatographie, on trouve la chromatographie de partage sur papier. Dans la chromatographie sur papier, la technique fonctionne par partage de soluté entre deux phases non miscibles, une phase aqueuse et une phase organique. La phase stationnaire, c'est une phase aqueuse constituée par l'eau absorbée par le papier, donc l'humidité du papier, et la phase mobile est constituée par un solvant organique qui va migrer par capillarité. Donc on a un morceau de papier sur lequel on trouve des molécules d'eau absorbées sur ce papier, et puis on va mettre notre échantillon à séparer ou notre soluté, et puis on va mettre le papier dans un solvant organique qui va migrer par capillarité à travers le papier. Et puis le soluté va être, ou la solubilité de soluté va être partagée entre la phase aqueuse constituée par l'eau absorbée au niveau du papier et la phase organique qui va migrer par capillarité. Et comme ça, on peut séparer les différentes molécules d'un mélange par exemple. On peut remplacer le papier par de la silice et l'eau absorbée par le papier par une phase stationnaire greffée. Donc pour cette phase stationnaire greffée, on a plusieurs types. Donc on a des phases dites normales, ce sont des phases qui sont polaires, par exemple le CH2CH-OH qui contient de l'alcool, CH2OH, donc c'est une phase dite normale qui est une phase polaire. Et on a aussi le CH2 3 fois NH2 qui est aussi une phase polaire. Donc la phase stationnaire est constituée de la silice sur laquelle on a greffé une phase polaire et ici aussi une phase polaire. Donc c'est une phase dite normale. Les deux phases, c'est une phase normale et celle-là, c'est une phase normale. On peut aussi greffer sur la silice des phases dites inversées. Donc ce sont des phases apolaires, comme le CH2 3 fois CH3, le CH2 7 fois CH3 ou le CH2 17 fois CH3. Donc on appelle cette colonne ou cette phase C4, l'abréviation donc C4, C8 et C18. Donc ce sont des phases apolaires dites inversées. Ainsi, un soluté très soluble dans la phase stationnaire migrera lentement, la force de rétention prédominant sur la force d'entraînement. À l'inverse, un soluté plus soluble dans la phase mobile migrera rapidement. Donc les phases normales et les phases inverses de la chromatographie de partage, on peut les utiliser sur des couches minces comme pour la silice. Donc on peut fabriquer des couches minces avec les phases inverses et les phases normales de la chromatographie de partage. On peut aussi utiliser ces phases dans une colonne en verre comme on a vu pour la silice, et aussi on peut fabriquer des colonnes pour un appareil qu'on appelle HPLC, qui est l'abréviation de chromatographie en phase liquide à haute performance. On passe à un autre type de chromatographie qui est la chromatographie d'exclusion.
Donc la chromatographie d'exclusion est une méthode de chromatographie en phase liquide permettant de séparer les molécules en fonction de leur taille. Donc on a vu la chromatographie d'absorption qui sépare les molécules selon l'absorbance, la chromatographie de partage qui sépare les molécules selon leur solubilité, et pour la chromatographie d'exclusion, elle sépare les molécules selon leur taille. Donc si je remplis une colonne en verre par une phase stationnaire contenant des billes de porosité contrôlée, donc ce sont des billes qui contiennent des pores, donc des trous à l'intérieur de ces billes. Donc ici en jaune, ce sont les billes avec des porosités. Et puis j'ai un échantillon à séparer représenté par les points rouges et les points bleus. Donc les molécules qui ont une taille grande ne vont pas passer à l'intérieur des pores, mais elles vont passer à travers l'espace entre les pores pour sortir les premiers. Alors que les molécules qui ont une petite taille vont entrer à l'intérieur des pores de ces billes, donc ils vont être retardés pour sortir dans un deuxième temps. Donc ici j'ai des billes d'un gel d'une colonne d'HPLC pour chromatographie d'exclusion à droite en bas, et puis j'ai 3 molécules à séparer. Les molécules rouges qui ont une grande taille ne vont pas entrer à l'intérieur des pores des billes, donc ils vont sortir en premier de la colonne. Suivi des molécules vertes qui vont passer à travers de certains pores de ces billes. Et puis par la suite, les molécules de petite taille qui vont traverser plusieurs pores dans ces billes pour sortir en dernier. Donc on va avoir 3 pics, un pic en rouge pour les grandes molécules, un pic en vert pour les molécules moyennes et un pic en violet pour les petites molécules. Donc comme on a vu, on peut utiliser les phases stationnaires destinées à la chromatographie d'exclusion dans des colonnes en verre ou dans des colonnes destinées pour la séparation sur HPLC. On passe à un autre type de chromatographie qui est la chromatographie échangeuse d'ions. Donc la chromatographie échangeuse d'ions est un type de chromatographie en phase liquide permettant d'isoler une substance chargée électriquement d'un mélange de molécules. Donc si je prends une colonne avec une phase stationnaire ammonium N+, donc c'est la phase stationnaire avec des charges positives N+, et son contre-ion, ce qu'on appelle le contre-ion E-, et l'élément ou l'ion qu'on veut séparer, c'est le A-. Donc on va avoir un échange entre le A- et le E-. Donc le A- va venir se fixer sur le N+, et on aura la libération de l'ion E-. Donc et comme ça, au fur et à mesure, donc on aura des échanges entre le E- et le A- jusqu'à ce que l'ion A- sera élué. Donc pour une chromatographie échangeuse d'anions, on va utiliser ce qu'on appelle une colonne anionique qui est chargée positivement. Et pour une chromatographie échangeuse de cations, on va utiliser une colonne cationique qui est chargée négativement. Donc ici, j'ai une phase ou une partie d'une phase stationnaire anionique chargée positivement, donc en rouge, avec son contre-ion en bleu, et j'ai 3 protéines à séparer. Donc la première protéine qui va venir se fixer sur la phase stationnaire, la deuxième, et puis la troisième protéine.
Et puis par la suite, quand je rajoute les ions, les protéines vont se détacher pour être éluées. Donc en vert, j'ai un pic en vert pour la première protéine, un pic en vert clair pour la deuxième protéine et un pic en violet pour la troisième protéine. Donc maintenant, on va voir les paramètres de séparation et de résolution. Donc ici, j'ai une plaque de couche mince CCM et on a vu que le rapport frontal d'un composé 1, par exemple, est égal à la distance parcourue par le composé 1, donc x1, divisé par la distance parcourue par le solvant, ce qu'on appelle le front de solvant x0. Donc le rapport frontal pour le composé 1 est égal à x1, donc cette distance, divisé par x0 parcouru par le solvant. On a aussi ce qu'on appelle le facteur de rétention K, qui est égal à 1 divisé par le rapport frontal moins 1. Donc par exemple pour le composé 1, donc 1 divisé par le rapport frontal du composé 1 moins 1. On a aussi ce qu'on appelle l'efficacité N pour un composé. Donc pour le composé 1 par exemple, l'efficacité N1 est égale à 16 fois la distance parcourue par ce composé, donc au carré, cette distance au carré, divisé par le diamètre de spot ou le diamètre de cette tâche, donc W1 au carré. On a aussi la hauteur équivalente à un plateau théorique qui est appelé HEPT-OH. Donc pour un composé 1 par exemple, est égal à la distance parcourue par ce composé divisé par son efficacité N1. Et pour la résolution entre deux composés 1 et 2, donc R est égal à 2 fois la distance parcourue par le composé 2 moins la distance parcourue par le composé 1 divisé par le diamètre de la tâche du composé 1 moins le diamètre de la tâche du composé 2. Et le facteur de séparation, ce qu'on appelle la sélectivité de deux composés, par exemple le composé 1 et le composé 2, alpha est égal au facteur de rétention du composé 2 divisé par le facteur de rétention du composé 1. Donc ça, c'est pour les paramètres de séparation et de rétention pour une chromatographie sur couche mince. Et on sait que pour une phase stationnaire, on peut l'utiliser sur couche mince, comme on peut l'utiliser sur colonne normale en vert, comme on a vu, ou une colonne de ce qu'on appelle HPLC. Donc c'est un appareil, c'est l'abréviation de chromatographie en phase liquide à haute performance, ou encore sur des colonnes dites CPG, donc pour chromatographie en phase gazeuse. Donc pour l'appareil de CPG, le gaz ou la phase mobile n'est pas un liquide, mais elle se forme d'un gaz. C'est ce qu'on appelle le gaz vecteur. Donc la phase mobile, c'est un gaz et ne pas un liquide. C'est pour ça qu'on l'appelle chromatographie en phase gazeuse. Et puis le gaz va rejoindre ce qu'on appelle l'injecteur. Donc c'est ici que j'injecte mon échantillon à séparer avec une seringue. Et puis ici j'ai ma colonne de CPG, donc qui est représentée ici, donc qui peut atteindre jusqu'à 50 mètres de longueur. Et puis ici j'ai la sortie, à la sortie de la colonne, j'ai ce qu'on appelle un détecteur qui est lié à un ordinateur qui va nous donner les résultats sous forme ce qu'on appelle un chromatogramme. Pour l'appareil d'HPLC ou de la chromatographie en phase liquide à haute performance, j'ai ma phase mobile sous forme d'un solvant, ici liquide, et puis cette phase va être pompée par une pompe pour rejoindre ce qu'on appelle un injecteur. Donc c'est ici que je vais injecter avec une seringue l'échantillon à séparer. Et puis j'ai ma colonne d'HPLC ou la phase stationnaire. Et puis l'échantillon va être séparé dans la colonne
Et puis, les molécules vont rejoindre ce qu'on appelle un détecteur qui est lié à un ordinateur, donc qui va traiter les résultats et nous tracer ce qu'on appelle un chromatogramme avec des pics. Donc on va prendre un chromatogramme avec deux pics qui représentent deux composés, le composé numéro 1 et le composé numéro 2. Et sur l'axe des abscisses, j'ai le temps en minutes. Donc pour le composé 1, j'ai ce qu'on appelle le temps de rétention, noté TR1 pour le composé 1. Donc c'est le temps nécessaire pour que le composé 1 sorte de la colonne. Et j'ai aussi le TR2, donc c'est le temps de rétention du composé 2 qui est égal à 20 minutes. Donc c'est le temps nécessaire pour que le composé 2 puisse sortir de la colonne. Et j'ai aussi ce qu'on appelle Tm ou T0, donc le temps mort. Donc le temps mort qui est le temps nécessaire pour que le solvant sorte de la colonne, donc c'est le Tm. On a aussi ce qu'on appelle le temps de rétention réduit, noté T'R, donc pour le composé A, pour le composé 1, T'R1, donc le temps de rétention réduit, qui est égal au temps de rétention moins le temps mort. Et pour le composé 2, donc c'est le temps de rétention réduit R2 est égal au temps de rétention R2 moins le temps mort du solvant. Donc comme on a vu pour la chromatographie sur couche mince, on a le facteur de rétention K qui est égal au temps de rétention réduit du composé 1 par exemple, divisé par le temps mort. Et on a dit que le temps de rétention réduit est égal au temps de rétention moins le temps mort, donc divisé par le temps mort. Donc pour le composé 1, par exemple, le facteur de rétention pour le composé 1, donc K1, est égal au temps de rétention réduit pour le composé 1 divisé par le temps mort. Donc c'est 16,32 moins 4 divisé par 4 est égal à 3,08. Pour le deuxième composé, le temps de rétention réduit R2 donc est égal au temps de rétention qui est 20 moins 4 divisé par 4 qui est égal à 4. Et on a aussi le facteur de séparation ou de sélectivité, donc entre le composé 1 et le composé 2, donc qui est égal à K2 sur K1, ou encore le temps de rétention réduit du composé 2 sur le temps de rétention réduit du composé 1 qui est égal à 1,3. Et pour l'efficacité de la colonne, donc N, ce qu'on appelle le nombre de plateaux théoriques, est égal à 16 fois le temps de rétention, par exemple pour le composé 1, le temps de rétention du composé 1 au carré, divisé par la largeur du pic noté W1, donc au carré pour le composé 1, donc c'est W1 au carré. On a aussi ce qu'on appelle la hauteur équivalente à un plateau théorique HPT ou H, qui est égal à la longueur de la colonne, donc la longueur totale de la colonne, divisée par l'efficacité de cette colonne. Et pour le facteur de résolution entre deux pics 1 et 2 par exemple, est égal à 2 fois le temps de rétention du pic 1 moins le temps de rétention du composé 2 divisé par la largeur du pic du composé 1 plus la largeur du pic du composé 2. Donc pour une résolution inférieure à 1, c'est une mauvaise résolution. Une résolution entre 1 et 1,4, c'est une résolution acceptable. Une résolution entre 1,4 et 1,6, c'est une résolution optimale. Et une résolution supérieure à 1,6,
c'est une bonne résolution, mais le temps d'analyse est trop long. Donc on a terminé avec les techniques chromatographiques et on va voir les techniques électrophorétiques. L'électrophorèse est une méthode de séparation de particules chargées électriquement. On l'utilise pour la séparation, la caractérisation ou encore la purification des molécules d'intérêt. Donc son principe est fondé sur le déplacement des ions. Donc ce sont des molécules chargées positivement ou négativement sous l'effet d'un champ électrique. Donc du fait de leurs caractéristiques propres et en fonction des conditions de l'électrophorèse, ces ions, donc ces molécules chargées positivement ou négativement, auront des vitesses de migration différentes. Ils vont donc se séparer les uns des autres. Donc les cations ou les molécules chargées positivement sont attirées lors de l'électrophorèse par la cathode ou l'électrode négative. Et les anions, qui sont les molécules chargées négativement, sont attirés lors de l'électrophorèse par l'anode ou l'électrode positive. Donc pour une électrophorèse, les molécules à séparer sont déposées sur un support dont chaque extrémité est en contact avec une solution tampon. Donc ici, j'ai un support sur lequel je vais déposer mes molécules à séparer et chaque extrémité de ce support est en contact avec une solution tampon. Dans chaque solution tampon se trouve une électrode. Donc ici j'ai l'anode et là j'ai la cathode. Et lorsque le générateur envoie du courant, donc les ions qui sont chargés négativement vont aller vers l'anode, se déplacer vers l'anode, et les molécules qui sont chargées positivement vont se déplacer vers la cathode. Pour l'électrophorèse, on peut utiliser du papier comme support. Donc c'est comme la chromatographie sur papier, mais cette fois-ci j'ai un générateur avec deux électrodes et les molécules vont être séparées selon leur charge et leur taille et ne pas selon leur polarité comme pour la chromatographie. On peut utiliser un support nommé l'acétate de cellulose. On peut aussi utiliser un gel d'agarose qui a des pores de grande taille, donc pour séparer de grosses molécules comme des protéines qui ont une masse moléculaire supérieure à 500 kDa ou encore des acides nucléiques supérieurs à 1500 paires de base. On peut aussi utiliser un gel de polyacrylamide. Donc on va varier la concentration du gel de polyacrylamide selon la taille des molécules à séparer. Donc on va utiliser 7,5% de gel ou de polyacrylamide pour séparer des molécules qui ont une taille entre 40 et 400 kDa. Une concentration de 10% pour séparer des molécules entre 20 et 300 kDa. Une concentration de 12% pour séparer des molécules entre 15 et 200 kDa. Et une concentration de 15% pour séparer des molécules entre 6 et 90 kDa. Donc pour préparer un gel de polyacrylamide par exemple, je prends un moule et puis je vais mettre du ruban adhésif des deux côtés pour que la solution du gel de polyacrylamide ne coule pas quand elle est encore froide. Et puis par la suite, je vais mettre une sorte de peigne dans dans ce moule. Et puis j'ai préparé mon gel ou ma solution du gel de polyacrylamide qui est encore chaude. Je vais la mettre ou je vais la verser dans ce moule.
Et puis par la suite, quand cette solution va se refroidir, je vais obtenir un gel et je vais enlever la peigne pour avoir ce qu'on appelle des puits. Donc j'ai ici plusieurs puits. Et donc finalement je vais enlever le ruban adhésif pour obtenir mon gel que je vais utiliser dans l'électrophorèse. Je vais prendre une cuve d'électrophorèse avec les emplacements du tampon. Et puis en noir, j'ai la cathode et en rouge, j'ai l'anode. Et puis par la suite, je vais mettre mon gel que j'ai déjà préparé à l'intérieur de la cuve. Et puis je vais rajouter mon tampon, donc qui doit couvrir tout le gel avec un trait maximum que je ne dois pas dépasser. Et puis par la suite, je vais prendre mes échantillons à séparer avec une micro-pipette. Donc je vais prendre mon premier échantillon avec la micro-pipette. Et puis je vais mettre mon échantillon dans le premier puits ou dans le deuxième puits ici. Et comme ça, au fur et à mesure, jusqu'à ce que je remplis tous les puits. Ensuite, je vais remettre le couvercle de la cuve d'électrophorèse et je vais lier les fils électriques au générateur d'électricité, donc le plus et le moins. Et puis je vais allumer mon générateur. Tout d'abord, je vais régler le voltage. Donc par exemple, je vais choisir 100 volts et puis je vais régler le temps de l'électrophorèse, par exemple 60 minutes. Et puis je vais mettre le générateur en marche. Et après, au fur et à mesure que le courant électrique passe, on va remarquer que les molécules vont se déplacer sur le gel pour être séparées à la fin de l'électrophorèse. Donc l'électrophorèse sur gel polyacrylamide par exemple sépare les molécules selon leur forme, leur charge et selon leur taille. Par contre, pour la séparation et la purification d'un mélange de protéines, on utilise ce qu'on appelle l'électrophorèse sur gel polyacrylamide SDS. Donc la séparation de protéines réalisées en conditions dénaturantes. Donc on va dénaturer les protéines par le SDS, qui est sodium dodécyl sulfate, qui est un détergent anionique. Donc c'est la molécule du SDS qu'on va utiliser pour dénaturer les protéines. En présence de SDS, la protéine va perdre ses liaisons hydrogène et ioniques
intramoléculaire et cette protéine va être enrobée de charges négatives avec la rupture des liaisons covalentes des ponts disulfure. Donc, on a une perte de la charge nette et de la structure de la protéine. Et par conséquent, les facteurs forme et charge seront supprimés et la séparation des protéines va être uniquement en fonction du facteur taille. Donc, comme on a vu, on a un échantillon de protéines sur lequel on va ajouter le SDS avec une micropipette et puis on va chauffer et comme on a vu, le SDS va provoquer l'élimination des charges ou des liaisons ioniques et des liaisons hydrogènes à l'intérieur de la protéine et il va enrober cette protéine de charge négative. Aussi, si on a une protéine avec des ponts disulfure, donc ces ponts vont être cassés et les deux morceaux de la protéine vont être enrobés de charges négatives. Donc maintenant on va prendre notre échantillon, donc les protéines dénaturées avec SDS et on va faire une électrophorèse. Donc je vais déposer mon échantillon dans un puits comme on a vu et on va allumer le générateur d'électricité. Donc on remarque que les protéines qui ont une petite taille vont migrer plus rapidement que les protéines qui ont une grande taille. Donc ici les protéines seront séparées seulement selon leur taille et on a éliminé le facteur charge et le facteur forme de la protéine. On peut aussi séparer les protéines en fonction de leur charge par ce qu'on appelle la focalisation isoélectrique. On sait que la charge nette d'une protéine varie avec le pH et qu'à pH isoélectrique, la charge nette de cette protéine est nulle. Et la valeur de pH isoélectrique d'une protéine, c'est la valeur où cette protéine ne migre plus dans un champ électrique. Donc, comment on va faire? On réalise une électrophorèse dans un tube étroit de gel de polyacrylamide, donc un tube étroit de gel de polyacrylamide, où un gradient de pH est établi. Donc, on a un gradient de pH, pH est égal à 4 à ce niveau. À ce niveau, pH est égal à 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, au niveau du pH élevé, on a la cathode et au niveau du pH faible, on a l'anode. Et puis, on va déposer nos protéines à séparer. Donc, les protéines au niveau des pH faibles vont être chargées positivement et au niveau des pH forts vont être chargées négativement. Et puis, le gel est soumis à un courant électrique et après la migration des protéines commence pour s'arrêter à un certain moment quand elles vont atteindre une charge qui est nulle. Donc c'est l'emplacement de ces protéines lorsqu'elles vont s'arrêter leur migration. Donc ici, donc c'est le pH isoélectrique de cette protéine. Par exemple, cette protéine, son pH isoélectrique est égal à 7,5 par exemple, et celle-là, son pH isoélectrique est égal à 6,8 par exemple.
Donc par la suite, on peut procéder à une électrophorèse à 2 dimensions. Donc on va prendre le gel étroit sur lequel on a séparé une protéine par focalisation isoélectrique comme on a vu tout à l'heure. Et puis on va prendre ces protéines et on va procéder à une séparation sur gel polyacrylamide en présence de SDS. Donc ici, les protéines ont été séparées selon leur charge et là, les protéines vont être séparées selon leur taille. Et maintenant, on va passer au spectrophotométrie. La spectrophotométrie est l'une des techniques analytiques les plus utilisées en biochimie. Elle permet d'identifier des molécules à l'aide de leur spectre d'absorption de la lumière visible ou proche ultraviolet, et la concentration de composés connus peut être déterminée en mesurant l'absorption de leur solution à une ou plusieurs longueurs d'onde. Les spectrophotomètres utilisés au laboratoire mesurent l'absorption de la lumière appartenant au domaine du visible et de l'ultraviolet. Les longueurs d'onde lambda s'étendent de 800 à 400 nanomètres pour le visible et de 400 à 220 nanomètres pour le proche ultraviolet. Et ces radiations sont préférentiellement absorbées par les électrons des liaisons pi délocalisés. Sur ce schéma, on a les longueurs d'onde en nanomètres. Donc j'ai ici 1 nanomètre, 10 nanomètres, 100 nanomètres, jusqu'à 100 000 nanomètres. Et là, j'ai les énergies qui correspondent à ces longueurs d'onde en kilojoules par mole. On remarque qu'en augmentant les longueurs d'onde, l'énergie va diminuer. Et pour la spectrophotométrie, on va utiliser le visible et une partie de l'ultraviolet. Donc maintenant, on va voir la loi de Beer-Lambert. Donc cette loi décrit l'absorption d'une lumière de longueur d'onde lambda, donc qui est une lumière monochromatique, en fonction de la concentration C de la substance absorbante et de l'épaisseur L du milieu traversé par la lumière que l'on nomme chemin optique. Donc le faisceau lumineux incident d'intensité I0 traverse la solution contenue dans une cuve transparente. Donc le faisceau va traverser cette solution contenue dans une cuve qui est transparente. Donc à la sortie de la cuve, on a une intensité transmise IL qui est mesurée par un détecteur. Donc, en connaissant l'intensité incidente I0 et l'intensité transmise IL, on peut définir la transmittance T et l'absorbance A. Donc, la transmittance T est égale à l'intensité transmise IL divisée par l'intensité incidente I0. Et l'absorbance est égale à moins log la transmittance. Et la loi de Beer-Lambert donne la variation de la transmittance en fonction de la concentration de la substance absorbante et la longueur du chemin optique L. Donc le log de la transmittance est égal à moins K fois la concentration de la solution fois L qui est la longueur du chemin optique. Donc, on déduit que A est égal à K fois la concentration fois L. Donc, la concentration est exprimée en mol par litre, donc c'est une concentration molaire. Le L, donc la longueur du chemin optique pour la longueur de la cuve, c'est en centimètres. Donc, le coefficient K, c'est en litres divisé par mol par centimètre. Donc, le K, on le nomme l'absorbitivité molaire ou le coefficient d'absorption molaire. Et ce coefficient est noté epsilon. Donc, l'absorbance est égale à epsilon fois la concentration en mol par litre fois la longueur du chemin optique en centimètres.
Et on a dit que epsilon est en litres, mol moins 1, centimètre moins 1.